Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tête à Tête, la tribune qui laisse place et parole au plus grand public. Avec nous ce soir, Monsieur Aziz François Ndiaye, responsable territoire de la République En Marche. Aziz François, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Un plaisir de vous recevoir. Sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter au public. Par où commencer? Aziz François Ndiaye, 50 ans, papa de deux garçons, émigré très jeune, d'origine sénégalaise, mais émigré très jeune en France avec sa maman et sa petite fille malade qu'elle a soignée, et puis on est resté. Et puis la vie m'a amené effectivement à un parcours d'abord en France, puis aux États-Unis, puis de retour en France. Et cette rencontre en 2016 avec Emmanuel Macron, qui depuis effectivement nous a embarqués dans une aventure folle, qui s'appelle En Marche, et qui aujourd'hui arrive à mi-chemin et pour lequel nous sollicitons effectivement un second mandat pour achever ce rêve. Du coup, quel a été votre parcours pour vous retrouver à collaborer avec le candidat Emmanuel Macron? Ben, disons que j'ai eu très tôt envie de travailler pour les organisations internationales. Et j'avais fait toutes mes études pour cela d'ailleurs. Et je m'étais fait embaucher aux Nations Unies après mes études, puis un stage là-bas. Et puis par la suite, j'ai dû rentrer inopinément en France parce que ma maman était très malade. Donc j'ai démissionné. En rentrant, j'ai été entrepreneur. J'ai créé ma boîte et à force de difficultés, je me suis rendu compte effectivement que c'était un parcours très compliqué, que chef d'entreprise, c'était pas peut-être ce qui était le plus facile par rapport à ce qu'on pouvait imaginer quand on s'y lance. Et puis la rencontre avec Emmanuel Macron a été un déclic, parce qu'il a été le Premier ministre de l'économie en tout cas, à avoir cet écho comme quoi l'entrepreneur peut avoir plus de difficultés que son salarié et son employé. Et là, je me suis dit, ce ministre-là, il est intéressant, il faut le suivre. Et j'étais loin de m'imaginer qu'un jour, nos chemins se croiseraient. Et lorsqu'il a décidé de lancer le mouvement En Marche, le hasard a fait que je connaissais certains de ses collaborateurs, qui étaient des amis, que j'avais connus à HEC, et qui m'avaient sollicité d'ailleurs dans le cadre d'une campagne BDE qui avait été très réussie et qui m'avait impressionné par leur ouverture d'esprit, leur capacité à partager une vision progressiste de la France. Et j'ai toujours dit en rigolant que le jour où ils prennent les rênes de ce pays, comme dans les grandes écoles, on dit souvent que c'est là qu'on prépare les futurs leaders du pays, eh bien, ces gens-là pouvaient changer les choses. Et lorsqu'ils sont venus me voir tout simplement pour me dire, écoutez, nous allons essayer de transformer le pays, est-ce que vous pourriez nous accompagner de nouveau? Vous n'avez pas hésité? J'ai pas hésité, j'ai sauté dans le train. Et je remercie d'ailleurs au passage, que ce soit Cédrico, que ce soit Stanislas Guérini ou Emmanuel Miquel. Et effectivement, ils m'ont présenté Emmanuel Macron et cette aventure a commencé. A démarré en 2016. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, quelle est l'atmosphère actuelle en France à la sortie de multiples crises, notamment le Covid, le déconfinement, puis maintenant le conflit Russie-Ukraine? Ben, disons que ce sont des crises qui ont pu permettre un nouvel espoir. Nous sommes arrivés avec un projet de transformation, après avoir fait la grande marche et beaucoup écouté les Français, en se rendant compte effectivement que le pays était à la croisée des chemins. Mais on était loin de nous imaginer à quel point. Et ces crises successives nous ont permis de mieux mesurer la profondeur de la blessure de ce pays et qu'il faut réparer de toute urgence. Et du coup, effectivement, d'une crise, ou en tout cas de crises assez douloureuses, est né un nouvel espoir. Et cet espoir, aujourd'hui, il se manifeste et il se construit autour, d'une part, de la
des leçons que nous avons Thierry, tirées de ces crises-là, qui sont inédites, qui ne sont pas pour certaines de notre fait, mais qu'il a fallu qu'on gère, et qui, effectivement, nous donnent la possibilité, en tout cas, d'apporter une contribution substantielle à la transformation du pays. Nous étions sur la bonne voie, on va dire. Aujourd'hui, on est convaincu, effectivement, que c'est cette transformation-là qui pourra permettre au pays de décoller, de prendre son avenir de nouveau pour les 50 ans à venir. Eh bien, elle était partout en réalité, dans les territoires urbains, dans les campagnes. C'était les Français qui ne croyaient plus en la politique et qui, tout d'un coup, ont perdu espoir que la politique puisse changer leur vie. Eh bien, je pense que cela a été salutaire de la part du président de retourner sur le terrain, d'aller à la rencontre des maires, de faire cette grande tournée des maires qui lui a permis de mieux compléter ce diagnostic et de pouvoir réorienter aussi, compléter notre politique et la vision que nous avions des choses. Ce qui montre qu'il n'est pas fermé, qu'il n'est pas dogmatique, au contraire, et qu'il a cette capacité de réaction assez intéressante. Pour rebondir là-dessus, comment décririez-vous justement le candidat Emmanuel Macron? Eh bien, c'est un candidat qui, je pense, durant les 5 années qui ont précédé, on a pu le voir, est un très très gros travailleur. Et je peux vous dire que les collaborateurs le ressentent tous les jours. Ce n'est jamais assez bien, jamais assez profond, il faut toujours aller de l'avant. Mais c'est quelqu'un qui effectivement prend les choses très au sérieux, consulte beaucoup, travaille beaucoup en intelligence collective, chacun a sa place et a son avis, et un avis qui est respecté. Et moi j'apprécie chez lui cette capacité à donner à tout le monde l'importance qu'il mérite dans le travail qui est fait, et au final d'être en capacité de trancher selon sa vision des choses, et de pouvoir porter les décisions et de les assumer quelquefois seul contre vents et marées. Et ça, c'est une bonne chose. Très souvent, oui, ces décisions ont été difficiles à prendre, très souvent controversées aussi. Mais malgré ça, on a l'impression qu'il les a toujours Effectivement, c'est le fait du décideur. Lorsque vous consultez et que vos conseillers vous donnent des avis que vous reprenez pour votre compte, après vous êtes comptable de cela. Et je pense qu'il est de ceux qui assument les décisions qu'il prend suite à ses conseils. Et très souvent, il se trompe très peu d'ailleurs. L'histoire nous a montré effectivement que pour beaucoup de choses, il avait raison. Après, vous savez, on est en politique et quelquefois, certains ont un malin plaisir à déformer ce qu'il dit. Mais lorsque vous suivez le fond, vous vous rendez compte qu'il est dans le vrai. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était une période très... oui, ça a été une période difficile. Très difficile parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait tout fait, en tout cas, pour pouvoir cerner les problèmes des Français, et pourtant ça nous a échappé. Pour autant, ça a été pour lui l'occasion de se révéler, en tout cas de retourner, et c'est là où je dis chapeau l'artiste, de retourner sur le terrain pour aller à la confrontation, ce que certains pensaient être une confrontation avec les maires, et qui s'est avéré être un immense succès, parce qu'ils ont salué le sérieux de la démarche, de l'écoute, la qualité de l'écoute qu'il leur a accordée, et puis surtout les solutions qu'il était prêt à leur apporter, et qu'il a apporté tout au long du quinquennat, pour faire des territoires un atout. Parce que, effectivement, nous avons en France des territoires qui relèvent et qui portent beaucoup d'espoir, en tout cas pour les personnes qui vivent dans nos territoires et qui aspirent à y rester et qui n'ont pas tous vocation à venir en ville. Et ce sont des leviers de croissance qu'on peut y trouver et sur lesquels on a travaillé, on peut y travailler. Je pense à Julien de Normandie qui a fait un travail formidable là-dessus pour permettre à ces territoires d'être j'allais dire, des zones de croissance et de relance économique formidables, ce qui semble marcher aujourd'hui. Alors, comment Emmanuel Macron juge-t-il son mandat en termes d'échecs, succès? Et si vous me permettez, je vais soulever encore une fois quelques
quelques périples, notamment les gilets jaunes, Covid, on en a parlé tout à l'heure, éducation aussi, baisse du chômage, réforme de la retraite, baisse des impôts, une France plus indépendante. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif? C'est l'objectif parce qu'on a besoin d'être indépendant, en tout cas sur le plan économique, d'être beaucoup plus fort. Nous avons besoin aussi d'être plus indépendant sur le plan politique. Et là-dessus, notre relation à l'Europe se reconstruit et doit se reconstruire. Il nous faut une France forte dans une Europe forte. C'est un des axes que nous allons développer. Mais globalement, on peut dire que le bilan est quand même positif. Il est positif. En prenant en considération les échecs qu'il y a eu, les crises qui sont des opportunités de relance et de questionnement positif qui ont permis de réorienter notre projet initial. Et cela a été une bonne chose. Je prends l'exemple du Covid où le quoi qu'il en coûte, qui a été beaucoup commenté, a permis de sauver des milliers d'emplois, des milliers d'entreprises. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui une relance beaucoup plus facile. Et il fallait pouvoir prendre ce genre de décision-là. Si je prends l'éducation, pareil, notre projet de transformation, il s'appuie avant tout sur la capacité à traiter les problèmes à la racine. Et quand on dit problème à la racine, ce n'est pas des mesures conjoncturelles, c'est plutôt des transformations structurelles qui changent vraiment le paradigme dans lequel souvent on est resté enfermé pendant longtemps. Sur l'éducation, pour être précis, je pense que c'est l'exemple le plus parlant. On a pris effectivement l'initiative de dédoubler les classes depuis la maternelle pour permettre aux jeunes qui, effectivement, étant de double culture, avaient des difficultés pour maîtriser le français. Et on sait que cette maîtrise de français est essentielle pour la réussite scolaire et pour éviter l'échec scolaire. C'était le seul moyen de leur donner plus de chances de réussite, en tout cas, que les autres. Et cela a marché. Nous l'avons étendu à d'autres classes et à la fin du quinquennat, quasiment, surtout primaire, donc ça a été une très grande réussite, pour montrer qu'il est possible de changer les choses sans forcément plus d'argent, mais en dépensant mieux, en réorientant la politique pour que ça serve aux plus démunis, à ceux qui en ont le plus besoin, pour que chacun, là où il est, puisse faire sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, permettre à chacun de pouvoir construire sa vie. D'accord. Quels chantiers sont ouverts et surtout, qu'est-ce qu'il veut parachever? Alors, le nouveau projet qu'il propose, en tout cas avec vous, avec nous, les Français, ensemble, c'est un projet qui va s'appuyer sur 3 grands chantiers. Le premier chantier, c'est sur la création de solidarité, nouvelle solidarité intergénérationnelle. On sait qu'il faudra travailler plus longtemps, on sait que nos aînés, il faudra s'en occuper plus longtemps. Et qu'il faut aussi pouvoir financer notre système social. Cela est crucial. Vous savez, moi souvent, je prends 3 chiffres qui sont une boussole pour moi. C'est que l'Europe fait à peu près 5% de la population mondiale, 25% de l'économie mondiale, mais dépense 70% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. Ce qui veut dire que nous avons un système si abouti que pour pouvoir le maintenir, il nous faut de la croissance. Il nous faut créer des emplois, il nous faut créer des richesses. Et garder notre système aussi efficace et aussi protecteur qu'il est pour nos aînés, pour nous, pour nos enfants, c'est aussi se donner les moyens de pouvoir financer cela. Et en travaillant plus, nous nous donnons les moyens de financer cela. Et c'est très important qu'on puisse réussir. Parce que demain, le monde se transforme avec des géants qui vont émerger et qui ne nous feront pas de cadeaux, il ne faut pas se leurrer. Le deuxième axe de travail sera autour du renforcement de notre appareil productif. Économiquement, nous devons nous renforcer, être encore plus forts, donner à notre économie de l'air, la capacité de créer, donner à nos licornes, nos start-up et nos industries la capacité de se développer
et d'innover. Tout à fait. Et là-dessus, on a fait d'énormes efforts et la France aujourd'hui est un des pays leaders en Europe pour tout ce qui est investissement étranger. Et enfin, le troisième chantier, c'est celui de cette identité dont tout le monde parle, mais qui est en réalité très simple. C'est de reconstruire un nouveau pacte républicain qui sera basé sur la culture de la citoyenneté. D'où que vous soyez, vous êtes citoyen français, vous avez des devoirs, vous avez des droits, et il faut que chacun puisse les porter pleinement, les vivre pleinement et avoir toute sa place dans cette société. Et cela est possible, ça a été possible pendant des années et des siècles, ça doit pouvoir être possible encore aujourd'hui. En tout cas, nous, on y croit. Et cette réconciliation de toutes les Frances, c'est quelque chose qui, dès le premier jour, moi, en tout cas personnellement, m'a beaucoup touché lorsque le président en parlait. C'est très possible. Malgré les casquettes, clivage, gauche, droite, centre. Ça existera toujours, ça a toujours existé, mais au fond, in fine, c'est une richesse qui nous rendra plus forts. Donc nous allons nous employer à faire en sorte que tout ce qui peut apporter, tout ce qui peut être apporté de positif le soit, mais que aussi l'on soit très ferme sur nos valeurs, qu'elles ne sont pas négociables et que chaque citoyen puisse, là aussi, à côté de ses droits, assumer ses devoirs. Assumer ses devoirs. Quels sont les défis qui se dressent aux Français et qui veut relever avec vous? C'est un peu tout cela à la fois, mais si on devait le simplifier, je dirais, c'est celui pour le prochain quinquennat. de se projeter pour un avenir, j'allais dire, construit. Construit ensemble, en intelligence collective. On aime bien finalement cette méthode de travail parce qu'elle donne à chacun la possibilité d'apporter sa petite pièce au pot commun. Et l'idée de dire, OK, avec vous, Français, nous allons reconstruire, ou en tout cas remettre les bases de notre pays pour un avenir meilleur et faire un saut vers un avenir beaucoup plus rassurant, beaucoup plus protecteur, beaucoup plus solide économiquement. Ça, c'est quelque chose auquel moi je crois. Et j'invite tout le monde à y croire parce que c'est le seul qui aujourd'hui l'incarne de façon aussi bien. Pouvez-vous nous citer quelques points forts du programme d'Emmanuel Macron pour le prochain quinquennat? La transformation de l'économie verte, par exemple. La France va continuer effectivement son indépendance, de renforcer son indépendance nucléaire, mais tout en développant l'économie verte, tout en développant et sa recherche et son développement pour la protection de la planète, et aussi bien sur la santé, avoir un programme qui s'appuie beaucoup plus sur la prévention que sur le curatif, permettre à nos aînés de pouvoir vivre mieux, que ce soit chez eux ou en centre d'accueil, être beaucoup plus heureux et être beaucoup plus soignés, plus accompagnés. Voilà, créer des liens entre Français, entre toutes les générations, entre les Français des villes et des territoires, ne pas systématiquement les opposer comme le font certains, mais cette idée de réconciliation, moi, elle me plaît beaucoup. Réconcilier toutes les Frances, c'est un slogan qui finalement, autour duquel tout le monde peut se retrouver. Ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident, c'est vrai, surtout par les temps qui courent, où beaucoup de choses en remettent en question. Mais vous savez, souvent, c'est dans les crises qu'on trouve les bonnes opportunités. Et on a su le montrer. Et aujourd'hui, ce qui se passe effectivement en Ukraine est très préoccupant, mais ça nous montre à quel point il est urgent de construire cette Europe, parce que c'est dans une Europe forte que la France sera forte. Et lorsque nous disions cela il y a 5 ans, personne n'y croyait, et là encore, l'histoire nous donne raison. Donc cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie, il faut continuer. Il a basé toute sa campagne justement autour de cette Europe forte. Il a basé toute sa campagne, j'allais dire tout son quinquennat. Pourquoi? Parce que la France, c'est l'Europe.
La France, c'est l'Europe, parce que l'idée de la reconstruction européenne, elle est née aussi avec la France. Et elle est née avec la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il était urgent de construire une paix durable. Et ce qui est drôle, c'est que c'est au moment où on pensait les choses acquises que la guerre en Ukraine vient nous rappeler que les choses ne sont jamais acquises et qu'il faut constamment les renouveler. Et notre programme pour l'Europe s'appelle Renew. C'était un hasard qui en dit long et qui montre effectivement que nous avons besoin de renouveler à chaque fois notre engagement pour la paix, notre engagement pour un destin commun et malgré l'élargissement, faire en sorte que l'Europe puisse vivre en paix et de façon harmonieuse. Que compte-t-il faire pour que la France soit un bon creuset d'intégration des Français de diverses origines, voire même de toutes conditions? Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est d'être ferme sur deux choses. Ferme sur le respect des droits dont chacun doit bénéficier et ferme sur les devoirs de chacun. Parce que les deux vont ensemble et je pense que pendant longtemps, on a omis ou en tout cas été assez timide sur la capacité à dire les choses à ceux qui nous rejoignaient dans la maison où on accueille tout le monde, mais il faut aussi respecter les règles de la maison. Quand je vous accueille chez moi et que je vous invite à prendre un verre, je n'attends pas de vous que vous cassiez tout et que vous me crachiez à la figure, si je peux me permettre cette expression. Donc, l'idée, c'est cela, c'est de pouvoir être en capacité de dire la vérité à tout le monde, à ceux qui veulent rejoindre la communauté nationale, mais aussi à ceux qui, dans la communauté nationale, accueillent ceux qui nous rejoignent et à qui il faut aussi faire une place et respecter cette place. Donc, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Qu'est-ce qui prévoit pour les Français établis à l'étranger, notamment ici au Sénégal, pour les 5 ans? À cela, je pense, le message d'ailleurs de cette émission est principalement destiné à eux, parce que nous sommes au Sénégal, oui. Effectivement, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'au Maroc. On leur dit, mobilisez-vous. Mobilisez-vous parce que, effectivement, cette élection est très différente des autres. Elle va ancrer le pays dans une voie qui, pendant 50 ans, va être déterminante. Et ceux qui vivent à l'étranger, moi, je suis assez frappé de voir avec quelle lucidité ils ont la capacité de percevoir, en tout cas, de mieux apprécier les avantages que nous avons, nous, Français qui vivons en France. Et donc, leur dire effectivement de se mobiliser, mais que de ne pas non plus oublier que nous avons pris des engagements que nous avons respectés, notamment sur l'éducation, en permettant à plus de jeunes d'accéder à l'éducation comme les Français qui vivent en France, et de pouvoir aussi sur les problèmes liés à l'état civil, sur la possibilité, en tout cas, par le digital, de simplifier certaines initiatives et certaines démarches administratives. Donc, faciliter la vie et rapprocher la France de ces Français vivant à l'étranger. Et grâce au numérique, cela est possible. Et mon ami Cédric Hoff a fait un travail incroyable et très efficace là-dessus pour permettre justement à nos compatriotes vivant à l'étranger de pouvoir vivre la France pleinement et sans difficulté. Alors, il a entendu leurs préoccupations et s'est aussi adressé aux Français de l'extérieur. Que leur a-t-il dit particulièrement? Pareil, il leur a dit principalement de croire en leur capacité d'enrichir le projet français. Parce que très souvent, effectivement, de l'étranger, on a une vision des choses beaucoup plus approfondie, on a un comparatif qui est plus facile, et on a des expériences qui peuvent enrichir nos expériences intra-communautaires ou purement stricto-françaises.
Donc, donner à cette France de l'étranger la possibilité de contribuer à notre projet, ça a été le cas. Nous avons mis en place une plateforme pour les Français de l'étranger qui ont apporté une énorme contribution à la préparation de ce projet et du programme. Et aussi, je ne l'oublie pas, aux Français vivant, notamment dans cette diaspora, de pouvoir partager les expériences avec l'étranger, avec l'extérieur. Et là-dessus, je pense qu'on a encore des choses à faire sur l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tendant la main, on doit pouvoir, en tout cas, améliorer les choses et on y aspire. Ici au Sénégal, on compte à peu près combien de votants? Vous pensez qu'ils iront voter en masse pour le premier tour? Oui, ça a été le cas la dernière fois, donc je pense que cette fois-ci, ce sera aussi le cas. En tout cas, je le souhaite. Et toutes nos équipes présentes, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, sont très mobilisées et font un travail incroyable pour mobiliser nos compatriotes, déjà pour aller voter, et ensuite pour voter Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il est celui qui porte le mieux ce projet d'avenir et de réconciliation de toutes les Frances, y compris la France de l'étranger, la France des diasporas, pour qu'on puisse réussir cette transformation, parce que c'est essentiel. Très bien. Alors, quel adversaire craint-il le plus peut-être au premier tour? Aucun. Aucun? Aucun, parce que il n'est pas dans une logique de concurrence, voilà, de combat contre un tel ou un tel. Il a une vision très enrichie, très aboutie. Cela me touche à double. À la fois, mon côté sénégalais me fait penser que rien ne vaut une stigmatisation, que je pense que le Sénégal a toujours été aux côtés de la France. J'ai moi-même un grand-père qui a fait la guerre, tirailleur sénégalais. J'ai retrouvé des photos, c'est assez drôle, j'ai retrouvé des photos de mon grand-père en 1904 à une foire de Toulouse avec ma grand-mère, parce qu'il était commerçant tisserand et qui faisait des tournées des foires pour montrer que la relation elle est ancienne. Et que partout où le Sénégal a dû ou a pu répondre présent pour la France, il l'a fait. Et ne serait-ce que cela méritait un peu plus de respect pour le Sénégal. Ça, c'est le côté sénégalais qui parle. Et du côté français, cela m'attriste parce que nous sommes d'une communauté avec ses mots, certes, MAUX, mais qu'on ne peut pas attribuer à un tel ou un tel ou un tel. Je pense que les solutions, si on doit en apporter, et M. Zemmour, qui prétend être candidat à l'élection suprême, devrait être quelqu'un qui apporte des solutions de nature à élever le débat, plutôt que de nouveau à pointer, à stigmatiser, à opposer les uns aux autres. Et ce que je peux dire, c'est effectivement le Sénégal, à travers son ambassadeur, est dans son droit, et je salue la mesure avec laquelle ils ont porté ce combat, en invitant les Français à aussi s'aligner et à les rejoindre, parce que nous ne faisons qu'un. Aujourd'hui, s'il fallait séparer la partie française de la partie sénégalaise, je ne saurais pas laquelle choisir, et ce serait très compliqué pour beaucoup de gens. Donc, tout ça pour dire que voilà, nous devons mettre tout ça de côté et plutôt regarder ce qui nous unit. Le président, enfin le candidat Emmanuel Macron va lancer son grand meeting de campagne avant les élections prévues les 10 et 24 avril 2022. Comment ça se prépare? Bien, ça se prépare très bien, avec beaucoup d'excitation. Beaucoup de monde attendu, 36 000 places environ? Oui, d'une part, et je pense que vous remplirez l'aréna. On a déjà quasiment rempli, en tout cas dans les inscriptions, cet objectif. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est les retrouvailles que cela va
Avec les anciens va être marcheurs. avec les marcheurs qui attendent ça depuis 5 ans. Il faut dire que le président, depuis son élection, s'est un peu éloigné des marcheurs que nous sommes. Ceux qui ont eu la possibilité, la chance, l'honneur de le voir, ça a été toujours dans un cadre officiel. Et jamais on a pu retrouver notre ami marcheur Emmanuel qui, avec nous, arpentait les marchés du pays. Et ça va être une vraie joie de le retrouver candidat, comme vous dites, et donc marcheur avec son costume de marcheur, et enfin pouvoir partager avec nous ces beaux moments qu'on a pu connaître il y a quelques mois. Aziz, merci beaucoup d'avoir assisté à tête-à-tête. Je vais quand même vous laisser le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est très simple, c'est d'inviter tous nos compatriotes vivant et résidant à l'étranger de se mobiliser, de voter et de faire voter, de faire en sorte qu'effectivement Emmanuel Macron, si c'est possible, même soit élu dès le premier tour. Parce que moi, c'était un de mes objectifs, malheureusement, c'est un objectif que je n'ai pas pu porter faute de temps et de possibilité de m'engager pleinement comme je le souhaitais dans cette campagne. Mais ça avait été mon rêve de pouvoir faire en sorte qu'il soit élu dès le premier tour et que cette affaire soit pliée, qu'on passe très vite à autre chose, parce que le temps aujourd'hui nous est compté, les enjeux sont importants, mais l'essentiel c'est qu'il puisse être réélu. Et j'invite tout le monde le 10 et le 24 avril à aller voter Emmanuel Macron. Merci beaucoup Aziz François Ndiaye. Et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que le message est passé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour un autre tête-à-tête. À bientôt.